La personne qui va être au micro, c'est Jean Gruau. Bonjour Jean Gruau. Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, oui, je suis à Toulouse. Je suis à Toulouse pour, malheureusement sans mon ami Jean-Pierre Léaud, qui a peur de prendre l'avion. Je suis à Toulouse pour présenter Les Deux Anglaises et le continent, film de Truffaut de 71, mais qui, dans l'esprit de François Truffaut, avant qu'il tombe malade, devait être son film de 1984. On va vous expliquer pourquoi. Alors j'ai retenu une phrase de François Truffaut dans le dossier de presse qui nous a été aimablement donné. Il disait que Les Deux Anglaises et le continent, ce n'était pas un film pour lui comme les autres, c'était le premier d'une nouvelle série de 10 films. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu cette phrase un petit peu énigmatique. Le premier d'une série de 10 nouveaux films. Oui, alors là, je ne sais absolument pas ce qu'il a voulu dire par là, parce que je n'ai pas l'habitude de lire les déclarations de François. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Évidemment, on pourrait essayer de méditer là-dessus. J'avoue que votre question me surprend. Effectivement. Peut-être veut-il parler de tous les films, les histoires d'amour qu'il a fait ou que nous avons fait depuis. Il est évident qu'il y a un lien entre Les Deux Anglaises et Jules et Jim, mais il y a un lien entre Les Deux Anglaises et peut-être Adèle H, peut-être La femme d'à côté, mais je vois vraiment pas. Vous pourriez me citer les 10 films qui ressemblent à ceux d'un... Non, je vois pas. Mais vous savez que quand François est tombé malade, il avait beaucoup d'idées en tête. Moi-même, je travaillais avec lui à un projet qui était l'histoire de deux hommes et de deux femmes entre 1900 et 1914. Et qui devait être une grande saga, qui aurait eu une suite ultérieurement. Et ces personnages auraient été les grands-parents des personnages du dernier métro. Vous voyez, on voulait retomber sans... On avait, et c'est ça qui est affreux, quand je revois les lettres de François où il m'explique tout ça, il me dit, bah, comme ça on va avoir de quoi bouffer jusqu'à la fin de nos jours, avec nos personnages. Effectivement, c'était déjà énorme, on avait déjà écrit ensemble près de 500 pages, 6 heures à peu près de projection. On comptait faire en télé. En même temps, il préparait un autre film avec Claude de Givray. Donc, il est certain que dans ces tiroirs, il y a des tas d'idées. Il m'a passé un synopsis de quelques pages, une histoire qu'il appelait Le Petit Roi, et qu'il aurait voulu qu'on fasse. Qui était l'histoire, parce que François était monarchiste, et monarchiste de gauche. Et il a toujours aimé la monarchie constitutionnelle. Et François voulait faire l'histoire d'un enfant qui serait roi, avec tous les problèmes que ça lui posait. Vous voyez ? Ça a été marrant, non? Il avait lu autrefois un livre de Lichtenberger, qui était un peu... Vous savez, Lichtenberger, l'auteur du Petit Trot, vous n'avez pas lu ça en gosse? Non, c'était... Nous sommes probablement les dernières générations qui ont lu ces trucs-là, qui pouvaient les trouver drôles. Parce que j'ai essayé de relire, je comprends pas pourquoi ça me faisait tant rire quand j'étais petit. Enfin, voilà. Alors le film à sa sortie, je crois qu'au bout de 3 semaines, il a été, parce qu'il n'avait pas trop de succès, au moins de 15 jours, il a été amputé de quelques scènes. Et donc Truffaut, avant de mourir, a décidé de remonter tout ça. Avant de mourir, il était... Non, je précise pas avant de mourir. Hein. Il est mort juste après. Non, il n'est pas mort juste après. Il est tombé malade juste après. La chose était décidée. On avait déjà préparé cette version complète. Mais le travail de mixage, de remixage et de retirage des copies n'avait pas tiré de copies. On avait reconstitué la version avec des collures, vous voyez. Et cette version complète, mais qui est moins bien que celle qu'on voit maintenant, c'était des collures, le mixage n'avait pas été à refaire, on avait des sautes de son, des petits problèmes, je l'ai passé au festival de Belfort, je crois, en 81, 82, en 82, festival du jeune cinéma de Belfort, pour faire une sorte de test. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ce qui gênait les gens à l'époque, c'est-à-dire essentiellement la durée, et c'est un film qui prend son temps, vous voyez, qui a un rythme de croisière, mais qui n'est pas un film rapide, et ça, les gens le supportent beaucoup mieux maintenant. Ils sont habitués à ça, parce qu'il y a eu des films américains comme ça, il y a eu d'autres films longs, comme ça, c'est entré plus dans les mœurs, ça ne l'était pas à l'époque de la sortie du film. Alors le film ressort, il y a beaucoup de gens qui se demandent, ceux qui l'ont vu surtout en 1971 ou en 1972, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les scènes qui ont été remises depuis? Vous devez le savoir. Oui, vous savez, je l'ai vu tellement coupé, tellement... Je sais qu'il y a une scène qui est importante, essentiellement, il y a par exemple la scène où Jean-Pierre Léaud, Claude, raconte aux jeunes Anglaises, il leur raconte son suicide. C'est un suicide. C'est pas un rajout, c'était dans le film. C'était remis. Ouais. Alors il y a une autre scène, je n'arrive plus à savoir si elle avait été supprimée, c'est quand il explique le fonctionnement des bordels en France aux deux jeunes filles. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça avait été coupé. Enfin, c'était des scènes
de repos, je dirais presque des scènes un petit peu pas à la Pagnol, mais enfin des scènes où simplement on parle pour parler, pour raconter des histoires, vous voyez, c'est des scènes comme ça. Et il y a surtout, après la rencontre finale entre Muriel et Claude, à la fin du film, il y avait toute une séquence d'attente de Claude où il se demandait s'il allait avoir un enfant de Muriel, vous voyez. Et ça avait été supprimé, on l'a remis bien sûr, ce qui redonne la dimension romanesque à la chose, vous voyez. Et leurs adieux aussi dans la gare de chemin de fer, qui est beaucoup plus long, qui avait été réduit, vous voyez. Leurs adieux dans les dépôts de locomotives, là, on les voit se balader au milieu des wagons, des trucs qui manœuvrent, vous voyez. Alors, vous n'avez jamais travaillé, je crois, sur un scénario de François Truffaut mettant en scène Antoine Doinel. Ah oui, alors, je voudrais savoir pourquoi, par exemple, et est-ce qu'il y a eu une difficulté pour écrire des dialogues pour Jean-Pierre Léaud qui ne jouait pas Antoine Doinel? Non, alors, primo, un jour, j'ai posé la question à François. J'ai dit, mais comment se fait-il que tu ne m'as jamais fait travailler sur les trucs de Doinel, qui sont évidemment un petit peu autobiographiques, évidemment. Alors, il m'a dit que c'était parce que j'avais effectivement été témoin de la plupart des événements qui sont rapportés dans Antoine Doinel. J'ai connu la fille qui a servi de modèle, la jeune fille, qui a servi de modèle aux deux personnages d'ailleurs, au personnage incarné par Marie-France Pizier dans L'amour à 20 ans, et par Claude Jade. En fait, c'est le même personnage, vous l'avez deviné, avec les parents très chouettes chez qui on allait bouffer. Moi, je faisais partie aussi des types qui sortaient avec cette fille et qui aimaient bien les bouffer chez les parents. La mère était une dame adorable qui faisait une cuisine juive admirable. Alors voilà, c'était des Alsaciens, c'était des gens charmants. Et donc, j'étais témoin de toute cette histoire, je me rappelle, je l'ai vu un jour, quand il s'était engagé, puis il était foutu le camp, j'étais à la Cinémathèque, je l'ai vu appliqué en uniforme à la Cinémathèque qui était avenue de Messine, à Paris, là-bas, dans la nuit, là, comme ça, j'étais complètement affolé, il m'a dit, j'ai déserté. J'étais trop près de tous ces événements pour pouvoir m'en détacher, en fait, les choses objectives. Quant au dialogue, je vais vous dire une chose, c'est qu'au moment où j'ai commencé à travailler au film, il n'était pas certain que ce soit Jean-Pierre Léaud qui fasse le personnage de Claude. On s'y est décidé par la suite, à cause de son physique 1900. Il a finalement voulu flanquer un faux col. Il a un physique il ressemble à certains dessins de Georges Dumaurier. Je parlais justement de Georges Dumaurier, le grand-père de Daphné du Maurier, qui est l'auteur de Trilby, qui est un romancier, et de Peter Ibbotson, dont vous avez peut-être vu l'adaptation cinématographique. C'était un type qui écrivait des romans, un ami d'Henry James d'ailleurs, et qui était d'abord caricaturiste, et qui écrivait des romans, mais qui illustrait lui-même avec ses caricatures. Ces caricatures, en fait, qui étaient pas très caricaturales, c'était des croquis de la vie des personnages anglais et français, puisqu'il a beaucoup vécu en France. Et donc il y avait le portrait d'un jeune homme, le héros Little Billy, le héros de Trilby. Les dessins d'humoristes, c'est absolument Léaud. C'est absolument Jean-Pierre Léaud. La coiffure, tout. Parce qu'ils n'avaient pas de moustache, les gens. Les jeunes gens modernes, en 1900, n'avaient pas de moustache. Ils avaient ça de commun avec les domestiques et les chauffeurs d'automobile, les premiers aviateurs. Puis ensuite, les domestiques ont fait la grève, les garçons de café ont fait la grève pour avoir des moustaches, avoir le droit de porter la moustache. Vous saviez ça? Non, c'était un gag du film que nous ne ferons jamais, d'un autre film avec François. Il y avait cette grève. Hors micro, tout à l'heure, vous disiez que des fois, pour écrire les dialogues à certains acteurs, au théâtre, au cinéma, il valait mieux les connaître et leur placer certaines répliques. Or là, vous me dites que le rôle n'était pas prévu pour Léaud. Non, il n'était pas prévu. Et encore moins pour les Anglaises. Mais c'est quand on adaptait Henri Pierrochet et nous tenions au style d'Henri Pierrochet. Et même quand nous inventions des répliques, quand nous en rajoutions, quand François en rajoutait, on s'appliquait à pasticher Henri Pierrochet. Donc le travail pour ces deux films, Jules et Jim et les deux Anglaises, est un travail de montage de texte, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont prises telles quelles dans le bouquin, et celles qui ne sont pas prises dans le bouquin, elles sont prises dans Jules et Jim, elles sont prises dans les carnets d'Henri Pierrochet, ou bien dans l'imagination de François Truffaut, la mienne, mais en nous appliquant à reproduire le style de Rocher. Vous voyez? C'est une espèce de concision, quelques mots, mais qui font image. Vous voyez? Donc c'est très à part. On ne demandait même pas aux acteurs de jouer vrai ou naturel, il s'agit de jouer ce texte. C'est exactement comme jouer une pièce de Cocteau. On n'a pas le droit de changer une virgule. Ou une pièce de Guitry, on n'a pas le droit de changer une virgule.
C'est du théâtre sans bavure, c'est du français sans bavure, des répliques sans bavure. Vous avez bien lu des textes de Cocteau où il explique comment il fait jouer les comédiens, non? Vous n'avez pas lu son journal de La Belle et la Bête? Tout est... La respiration du texte est entièrement prévue et tout doit être dit d'une certaine manière sans que les comédiens fassent des... vous savez, des grognements, des trucs pour faire vrai. Il y a horreur de ça. Vous devez respirer le texte tel quel. Et ça, le texte de Rocher, c'est ça. C'est la différence peut-être entre ces deux films-là et les autres films de François. Vous voyez ? Vous nous avez dit au début de l'entretien que François Truffaut voulait que Les Deux Anglaises soit son film 1984, mais vous n'avez pas encore précisé. Pourquoi? Est-ce qu'il voulait à tout prix que ce soit son dernier film? Non, ça c'est pas son dernier film, premièrement. Et quand il me disait ça, il avait plein de projets. Parce que les projets qu'il avait, et en particulier 1900-1914, sur lesquels nous travaillions, c'était un projet très lourd. C'était plus compliqué encore. Dernier Métro, vous savez que François hésitait longtemps avant de faire des films qui engagent de gros capitaux, il y a beaucoup de décors, etc. Mais là, il pensait pouvoir. Il y avait aussi Jarre Lebovici, qui à l'époque n'avait pas encore été assassiné. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai perdu à la fois un producteur et un ami, deux amis. Alors, Lebovici le poussait également à se lancer avec audace dans le truc, puisqu'il avait vu que les risques qu'il avait courus avec le dernier Métro, qu'il avait fait sans garantie de distribution étrangère, etc. D'habitude, il travaillait avec des compagnies américaines comme les artistes associés. Il s'est aperçu que s'il courait ces risques, il pouvait gagner beaucoup plus d'argent, et avec cet argent qu'il gagnait en plus, il pouvait faire des films de plus en plus importants. Donc la mort de François Truffaut est un exemple de l'injustice du dessin. Ça, vraiment. Parce qu'il se préparait à se lancer dans des aventures beaucoup plus audacieuses et à faire un type de film, si vous voulez, beaucoup plus important que les films qu'il avait fait jusqu'à présent. Voilà. Alors donc, il avait donc, la préparation de ces films nécessitait beaucoup de temps, de travail, et il pensait qu'il n'avait pas le temps de faire un autre film pour 1984, et que son film 1984 serait Les Deux Anglaises. Lors de la projection, là, j'ai trouvé qu'il y avait certains plans qui étaient quasiment identiques à ceux, notamment des plans de cauchemar surtout, donc, et uniquement, à ceux de l'histoire de Adèle H. Est-ce que vous êtes attiré un petit peu par la langue anglaise? Est-ce que Truffaut, il avait confiance en vous pour les dialogues anglais? Est-ce que c'est une de notre vocation? Je suis aussi nul en anglais qu'il était nul en anglais. Mais effectivement, j'aime beaucoup la langue anglaise et surtout la littérature anglaise. Et François aussi, on aimait beaucoup la littérature anglaise. Ça se sent, je crois, enfin, on est des adorateurs en particulier des Sœurs Brontë, de Dickens. Et le livre que nous préférions étant jeunes, c'était David Copperfield. D'ailleurs, c'est dit dans Fahrenheit. Hein, c'est le premier livre que lit Werner dans Fahrenheit, c'est le début de David Copperfield. C'est magnifique. Alors, donc, mais il n'avait pas confiance en moi pour la langue anglaise. On avait, Dieu merci, Susan Schiffman, qui est parfaitement bilingue, et qui était notre sécurité de ce côté-là, et notre ami Helen Scott, qui se chargeait de faire les textes anglais. Pour Adèle H, ça m'a toujours amusé de jouer sur les deux langages, sur le double langage. Parce que je trouve ça agréable. Je trouve agréable au Canada, par exemple, à Montréal, surtout de devoir croiser quelqu'un qui parle anglais ou croiser quelqu'un qui parle français, c'est très amusant. Jean Gruau, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, ça fait un peu bizarre de souhaiter bonne chance à un film qui se relance, mais enfin, on va quand même le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient redécouvrir ce film. C'est tout un côté de Truffaut qui est plus secret que celui qu'on connaît généralement, celui de l'enfant sauvage, ou celui de ces films sur les enfants, celui de l'enfant sauvage des 400 coups d'argent de poche, qui est intéressant aussi, vraiment. Et c'est d'autant plus touchant d'entendre sa voix, surtout. Merci et au revoir. Au revoir. Je suis en compagnie.